Alors, la différenciation pédagogique, lorsqu'on interroge des enseignants, je prends le temps de vous demander les mots qui vous viennent à l'esprit lorsqu'on parle de différenciation pédagogique, on retrouve ça, le nuage de mots. C'est-à-dire en clair qu'on associe la différenciation pédagogique avec l'adaptation. On adapte. Et lorsqu'on regarde ce que les experts, c'est-à-dire ceux qui ont conçu, qui ont modélisé la différenciation pédagogique, on retrouve ça. Est-ce que vous pouvez m'en parler? On ne retrouve pas le mot adaptation. Vous voyez que le mot le plus grand, c'est le mot commun. Alors, ça renvoie à quoi ce commun, d'après vous? Pardon? Non, pas les points d'appui. Voilà, les savoirs qui sont grands ici, c'est des savoirs communs. On ne lâche pas en différenciation pédagogique sur l'ambition de faire acquérir les savoirs communs. Hein, ça, c'est important. Alors, savoir commun, on vient de le dire. Le mot d'après, c'est variété. Ça renvoie à quoi, sa variété? Les pédagogies, des démarches qui sont utilisées, des chemins qui sont employés. Donc, ça veut dire des supports, ça veut dire qu'on a une variété d'approches, mais pour atteindre des savoirs communs. D'accord? Hétérogène, ça renvoie à quoi? Ce sont les élèves, hein. C'est l'hétérogénéité de compétences initiales des élèves qu'il va falloir gérer, effectivement. Alors, il y a le mot ressources qui a tendance à renvoyer sur variété, hein, une variété de ressources. Et il y a le mot atteindre. Qu'est-ce que ça pourrait signifier? Oui, essayez d'être plus précis. Non, non plus. Réussir, oui, c'est-à-dire en fait, il faut être efficient. En clair, la pédagogie différenciée, elle veut construire des savoirs communs avec des chemins différents, mais elle veut être efficace. Voilà, elle veut atteindre son objectif. Et d'autre part, c'est une mise en œuvre, c'est-à-dire que c'est quelque chose de concret. C'est pas une théorie, c'est pas des principes. Ça passe par l'action, par l'activité. Voilà, donc c'est un peu contre-intuitif par rapport au problème de l'adaptation qui a été mis en avant ici par la plupart des enseignants à qui je pose cette question. Alors, j'avance vite. Voilà. Cette image, vous la connaissez? Elle est connue. Elle est souvent commentée. J'ai envie que vous me la décriviez, c'est-à-dire, premièrement, qu'est-ce qu'on comprend? Deuxièmement, qu'est-ce qu'il y a comme inférence derrière ça? Qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre? Et en fait, où est le piège dans tout ça? Rapidement. Qui a une idée? Bah, pour la description, c'est facile. Qu'est-ce que... On va tous au même endroit. On demande tous de grimper. Oui. C'est l'action qui est un piège. Alors, pourquoi l'action est un piège? Alors, c'est là ce qu'on... Disons, c'est leur demander la même chose de la même façon. Oui, alors là, pour le coup, de la même façon. Et donc, ça ne va pas marcher. Et même si on changeait la façon, il y a des chances que ça ne marche pas non plus. Hein. On est d'accord? Donc, là, il y a un piège, effectivement, pour ces élèves, ces enfants, ces animaux. Mais moi, ce que je vous montre là, c'est que il y a quelque chose qui me gêne là. C'est quoi? Oui, là, on nous laisse entendre qu'il faudrait que chacun puisse avoir son activité à sa main, en fait. Bon, le poisson, toi, tu vas aller rentrer là-bas, te promener dans le lac qui est au fond. Le singe, toi, tu peux montrer. L'oiseau, eh bien, écoute, vole, installe-toi sur la branche. Toi, l'éléphant, eh bien, écoute, tu t'assois, puis t'attends parce que tu vas rien pouvoir faire, et ainsi de suite. Donc, chacun aurait son parcours particulier, mais... Oui, oui, exactement. Oui, tout à fait. Ouais, mes règles du jeu. Alors qu'évidemment, à l'école,
Ça peut pas marcher, ça, hein? Oui. Ce qui se passe à l'école, si vous voulez, c'est que les élèves ne sont pas si différents que ça. Ils ont certes des différences, et ils ressemblent à leur maître d'ailleurs, vous remarquerez. Donc on n'a pas tant de différences que ça, tous qu'on est là, et d'autant qu'on a tous la même ambition, c'est tous grimper à l'arbre quand même. Parce que les instructions officielles, elles sont communes à tous. Donc si on commence à faire croire qu'il faut que chacun ait son cursus parce qu'il aurait une nature particulière, je m'excuse, on est en train de sortir de l'école publique, quoi. Hein? Donc, je trouve cette image assez dangereuse, assez démagogique, pour tout vous dire, parce qu'effectivement, moi, je vois des différences entre les élèves, c'est vrai, mais des différences qui ne sont pas telles qu'on ne va pas essayer de monter tous ensemble à l'arbre. Donc, en clair, il y a Jean-Yves Rochex qui a expliqué ça à sa manière, en expliquant que certes, les enfants sont tous différents, c'est vrai, mais les élèves ne le sont pas, ou en tout cas ne le sont pas tant que ça. Et ce principe d'éducabilité dont nous avons parlé doit nous animer ici. On veut quand même maintenir les savoirs communs et on croit que nos élèves vont réussir. En tout cas, pas ceux, je parle de ceux qui ne sont pas en situation de handicap lourd, hein, bon, parce que ça c'est encore autre chose. Très bien. Donc, si les enfants sont différents, les élèves ne le sont pas, et tous ont vocation à grimper à l'arbre. Autre image très connue, qui m'en parle? Égalité, équité. Où est-ce que je vois un danger, moi, dans cette affaire? Le petit n'y arrivera pas. Oui, alors il a 2 caisses, sinon il n'y arriverait pas, c'est sûr, mais donc on dit il n'y a qu'à lui donner 2 caisses. Là, en l'occurrence, on n'a pas trop réduit les objectifs, on lui a donné un étayage qui lui permet effectivement, mais le problème c'est qu'il ne va pas se balader avec ses 2 caisses toute sa vie pour ce gamin-là. Il n'est pas épais en plus. Hein. Mais il va grandir, on espère. Oui, il va grandir, on va dire ça, il va grandir, ouais. En tout cas oui, bien sûr, nous à l'école on sait qu'il va grandir. Mais on peut peut-être aussi... Votre collègue a compris, évidemment, mon intention, c'est d'arracher la barrière. Si vous arrachez la barrière, ils sont tous tranquilles, ils restent eux-mêmes, hein, ils n'ont pas besoin de faire les équilibristes. Tout le monde est content, tout le monde peut regarder l'activité, y participer, à sa mesure d'ailleurs, chacun à sa mesure, et il faut faire tomber la barrière. Alors, c'est quoi cette barrière symboliquement? C'est quoi? C'est les obstacles. C'est des obstacles que nous, peut-être à l'école, on donne aux élèves, c'est-à-dire qu'on les met en situation d'être face au franchissement d'obstacles, et donc inutile. Et notre travail, ça va être effectivement de retirer tous ces obstacles. Vous avez vu comment tout à l'heure, je vous ai montré sur l'évaluation, l'intérêt qu'il pouvait y avoir à donner les pistes de résolution, se rappeler ce qu'on doit mobiliser pour réussir cette évaluation, se dire sur quoi vous allez, quels sont vos critères d'évaluation pour que l'enfant sache. Eh bien ça, c'est faire tomber les barrières, en clair. Donc notre pratique, c'est ce qu'on appelle un enseignement explicite, c'est de faire tomber les barrières et enseigner quelque chose qu'on n'enseigne pas. Ce sont les gestes d'étude, j'appelle ça les gestes d'étude, c'est-à-dire en fait, qu'est-ce qu'il faut mobiliser comme geste pour réussir les activités. Souvent, on a l'impression qu'il n'y a que du notionnel dans les mathématiques, mais non, il y a des stratégies à appliquer. Ces stratégies, des fois, on ne les travaille pas assez. On est simplement dans la résolution du problème sans voir tous ces gestes qui permettent de réussir. Les bons élèves, ce qu'ils ont de plus que les autres, c'est qu'ils savent quel outil utiliser, quelles compétences mobiliser. Les autres, ils peuvent avoir ces compétences, mais ils ne savent pas au moment opportun les utiliser. D'accord? Donc notre travail, effectivement, c'est de faire tomber les obstacles. Donc mieux que béquiller avec des caisses, hein, démonter les barrières qui font obstacle. Voilà. Enseigner donc les gestes d'étude et le regard instruit, ce que j'appelle le regard instruit, c'est-à-dire le regard de l'élève sur les choses, sur les objets scolaires, et non pas un regard « Ah, c'est beau hein !»
qu'est-ce que tu vois là? Ah, c'est beau. Bon, oui, mais non. L'école, elle demande beaucoup plus, et à d'autres, il faut leur expliquer ça. Bien. Alors, on va regarder une troisième image. Vous comprenez l'image? Hein? Si on remédie, c'est-à-dire si l'enfant s'est planté pendant l'activité et qu'on dit je vais remédier maintenant. Ah oui, mais évidemment, vous voyez que là, pour remédier à partir de là, ça va être un petit peu compliqué. Et on se demande s'il n'aurait pas été plus malin, justement, de lui expliquer comment on se sert de cet outil en amont de l'activité, préalablement à l'activité. Et là, on rejoint cette idée qu'il y a des enfants qui n'ont pas besoin de ces explications préalables pour démarrer dans l'activité, et d'autres, eh bien, il faut leur donner des éléments, des pistes pour pouvoir rentrer dans l'activité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une des premières modalités, sans doute la plus intéressante des modalités de différenciation pédagogique, l'atelier préalable. L'atelier préalable, c'est-à-dire qu'en APC, plutôt que de faire de la remédiation, on va prendre un petit groupe d'enfants qui a besoin de construire ces gestes instruits dont je parlais, ce regard un peu instruit. On va leur donner des éléments avant la leçon pour pouvoir entrer avec une certaine certitude dans la leçon. Vous me suivez? Donc c'est quelque chose qui n'est pas trop coûteux et qui va leur permettre effectivement de pouvoir peut-être profiter de ce qui va se passer pendant l'activité qui va suivre. Ah mais c'est pas juste, il y en a qui l'ont pas eu, mais il y en a plein qui n'en ont pas besoin. Donc eux ils en ont besoin, donc on les y prépare. Donc ils savent a priori conduire la Ferrari. On espère qu'ils vont pas trop la casser. On va un peu la cabosser, mais on va quand même arriver à ce qu'ils sortent quelque chose. Ils savent même plus de choses que ceux qui arrivent dans l'activité. On peut même les valoriser. Alors les autres, on a travaillé sur un texte. Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce qu'il se passait ce texte? Il se passait là. Ah ouais, les autres, ils ne savent pas encore. C'est super, pour une fois, ils sont valorisés. Et là, ils ont envie de rentrer dans l'activité. Donc l'atelier préalable, c'est la première et la plus forte modalité de différenciation pédagogique. Vous voyez qu'elle est facile à mettre en place dès lors que vous l'utilisez sur un temps d'APC en activité préalable. Voilà. Alors vous avez compris l'intérêt de ce texte, cette hybridation entre un télégramme et un conte traditionnel. Et évidemment, là, il y a énormément d'inférences. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un télégramme, si vous n'avez pas repéré le schéma narratif de cette affaire, rien ne fera sens. Donc, vous pouvez très bien, avec vos élèves de CE2 les plus fragiles, 5 peut-être maximum, vous les avez pris en atelier préalable, vous leur avez expliqué de manière très explicite ce que c'est qu'un télégramme et comment ça fonctionne et pourquoi les mots sont séparés. Vous avez essayé avec eux de trouver ce qui rappelle les contes. Ah oui, il y a plein de choses qui rappellent les contes. Ah quoi, il y a un chevalier, il y a une princesse, ils vont être amoureux et tout ça. C'est super. Donc ils comprennent qu'il y a une histoire et on va leur expliquer, mais pourquoi il a fait ça, l'auteur? Il est quand même très étrange, cet auteur. Mais il l'a fait exprès, en fait. Donc ça leur vient pas à l'esprit qu'il l'a fait exprès. Il s'est trompé sûrement pour eux. Ben non, il l'a fait exprès. Et qu'est-ce que ça permet? Ce que j'ai entendu un petit peu comme ça, c'est que c'est de l'humour. C'est que c'est un vrai plaisir de lire ce texte parce qu'il y a ce travail-là. Une fois qu'on a donné ces éléments, on n'a pas tout donné, parce qu'il faut qu'ils découvrent des choses avec les autres. Là, on y va, on fait notre activité de lecture avec toute notre classe. Et à ce moment-là, les autres, ils savent un peu de quoi ils retournent et ils peuvent rentrer dans l'activité. Vous me suivez? Donc, atelier préalable, c'est le must absolu de la pédagogie différenciée. J'ai des vidéos, mais je ne vais pas vous les montrer, on n'a pas le temps. Vous voyez, encore une autre activité pour des cours préparatoires ici. Vous savez qu'on est en train d'apprendre le son I. Bon, ça a été appris en début d'année, début septembre. Bon, souvent on utilise une petite comptine, comme ça. Et on la lit pas la comptine, on l'entend simplement, et donc la maîtresse elle donne la comptine. Et donc un Ouistiti cuisine du riz, des salsifis et des radis pour 8 gentils petits canaris. Et voulez-vous cuit? Oui, bien cuit. Bon, bref, ça n'a aucun intérêt de s'intéresser à la narration. Mais ce qui est important, c'est de repérer les i. Vous comprenez ça? Alors l'élève d'aplomb, il va écouter, puis il va entendre les i. Et alors la maîtresse, ça veut dire qu'est-ce que tu entends? Il va dire on entend des i. Ah oui, ça c'est le bon élève. Et puis vous avez l'autre, il n'a pas entendu le i, lui il a juste entendu une petite histoire, il n'a pas trop compris, qui était un peu bizarre, il n'a même pas vu le jeu de mots, tout ça. Bon. Alors, c'est pas très grave. Ce qui est important peut-être, préalablement,
c'est de le faire travailler sur l'image que vous avez à gauche, on appelle une image bruyante. On va dire aux enfants, tout à l'heure, avec les autres, on va apprendre le son I. Je vous explique, on va apprendre le son I. Vous voyez, on va essayer de trouver des mots où on entend le son I dans l'image. Alors, mamie, piscine, radis, ainsi de suite. Bon, très bien, vous les avez ces mots en tête. Vous voyez le son I, vous l'entendez le son I, d'accord, I, d'accord, I. Bon. Et quand on démarre, on fait la comptine avec toute la classe. Et ceux que vous avez eu en APC juste avant en atelier préalable, ils sont disponibles pour écouter le phonème I dans cette comptine. Ils ne passent pas à côté. Voilà. J'étais un peu long sur cette affaire pour que vous compreniez bien. Celle-ci maintenant, cette image bruyante-là. Oui, j'ai encore 10 minutes. Qu'est-ce qu'on comprend? Donc vous comprenez, c'est ça l'adaptation. C'est ça l'adaptation. C'est-à-dire lorsqu'on dit on va adapter et on va prendre le temps, il va pouvoir avancer par petites étapes et ça va être super sécurisant pour lui. Mais oui, mais à un moment donné, eh bien, on est obligé de lâcher sur l'ambition des savoirs prescrits. D'accord? Ou alors, c'est possible, hein, mais il va falloir mettre à peu près 4 fois plus de temps pour étaler l'escalier. Donc, il le fera l'année prochaine, en fait, le savoir prescrit de l'année en cours. Donc, c'est vraiment une difficulté là. C'est pourquoi l'adaptation n'est pas la bonne solution. N'est pas la bonne solution. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Oui, vous comprenez. Au bout d'un moment, on dit, vas-y, amuse-toi, c'est bon. Et nous, on va continuer avec les autres. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. On doit rester à savoir constant. Donc, c'est le syndrome de l'escalier. Méfiance à l'adaptation. Donc, en clair, effectivement, on dit, on n'a qu'à prendre des chemins différents. C'est toujours ce qu'on dit. Alors, parce qu'après tout, c'est vrai, tous les chemins mènent à Rome. Mais il y a des autoroutes qui amènent à Rome, il y a des petits chemins qui sentent la noisette, qui sont très sympathiques. Forcément, ça va aller beaucoup plus lentement, et on n'est même pas sûr de ne pas se perdre dans la forêt. Donc, il y a un vrai danger à ça, c'est sympathique. On pourrait se dire, oui, mais mes élèves, ils sont en difficulté, donc je ne peux pas aller trop vite avec eux, je vais y aller piano. Mais oui, mais à ce moment-là, vous lâchez sur cette ambition des savoirs communs. Donc, méfiance, méfiance. En clair, les savoirs prescrits, on peut prendre des chemins différents, mais il va falloir quand même arriver au bout, et avec une vitesse à peu près similaire. Où est-ce qu'on lâche sur l'objectif? Avec des élèves qui sont effectivement en situation de handicap. À ce moment-là, l'objectif avec certains élèves en situation de handicap, un enfant autiste par exemple, ou un enfant trisomique, vous n'allez pas essayer d'aller au-delà parce que ce n'est pas possible et que vous avez une autre mission qui est son inclusion sociale. Donc vous allez accepter de lâcher là-dessus en essayant toujours d'aller le plus loin possible. Mais par contre, avec les élèves ordinaires, vous ne pouvez pas faire ça. Pas possible. Vous ne pouvez pas préjuger du fait qu'ils ne vont pas y arriver. Vous allez quand même essayer. D'accord? Donc c'est tout ce problème de l'adaptation. Donc, l'individualisation, attention. L'adaptation des parcours, attention. Seulement pour les situations de handicap et les très très grands de difficultés scolaires. Ceux qui n'y arrivent vraiment pas. Donc, évidemment, votre collègue qui est en Ulysse, lui, évidemment, il va adapter. Il ne va pas pouvoir réussir à emmener tout le monde au même endroit. Mais il ne lâche pas sur l'ambition de les amener le plus loin possible, chacun. Alors, cette autre image à penser... Alors le deuxième, ça paraît facile. En tout cas, ce qu'il se rend compte, c'est effectivement qu'il n'a pas la même cible que les autres. Donc là, il y a une certaine déception. On l'a rapproché de la cible. C'est pas sûr que ça soit si facile que ça d'ailleurs pour lui. Mais effectivement, il y a une rupture de contrat et ça pose problème. Alors qu'est-ce qu'il faut faire avec cet élève-là? Pardon? Qu'est-ce qu'il faut faire avec lui? Il faut le laisser comme ça? Je vais vous donner la solution parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir tant que ça. Travail ordinaire, adaptation, différenciation. Qu'est-ce qui se passe avec la différenciation? On l'aide. Étayage, même compétence, même distance, mais évidemment, il y a l'étayage du maître. Dit autrement, si vous voulez, si on regarde ici avec l'escalier, la solution de l'escalier n'était pas de réduire les marches, mais de rajouter une rampe. Donc, c'est celle de l'aide à ses élèves pendant les situations de classe ordinaires. On cherche le même savoir et on adapte non pas la taille,
mais la rampe. Vous me suivez? En clair, comment fonctionne-t-on? Et c'est une deuxième modalité donc, de la pédagogie différenciée. Tout à l'heure, vous avez eu la plus efficace, là vous avez la plus belle, la plus forte, la plus puissante, qui est donc le groupe de besoins. Le groupe de besoins, qu'est-ce que c'est? C'est de faire faire à tous les élèves la même activité, seulement vous en avez réuni une partie autour de vous. Vous voyez, là vous êtes sur une enseignante de CE1 en REP+, Porte de la Chapelle, et elle a réuni donc 5 élèves autour d'elle pour faire une activité qui est similaire aux autres. Les autres la font en autonomie. Alors, ce n'est pas exactement la même activité, regardez. À droite, vous avez l'activité faite par les élèves en autonomie. À gauche, vous avez l'activité faite par ceux qui sont avec elle. Alors, vous allez me dire, c'est pas le même travail. Eh bien, c'est pas loin d'être le même travail. En l'occurrence, regardez bien, ils vont écrire le mot oreille, le mot abeille, le mot soleil, le mot bouteille. Ils vont tous écrire ces 4 mots-là. Est-ce qu'il y a besoin d'en écrire plus? Peut-être pas. Dès lors qu'on a réussi ces 4-là, c'est pas parce qu'on en a écrit, je sais pas combien, donc en l'occurrence 4 de plus ou 5 de plus, que ça va changer quoi que ce soit. Alors, évidemment, il y en a qui sont forts, ils ont besoin d'écrire 9 mots. Parce que sinon, ils vont s'ennuyer, quoi. Hein. Puis ils vont piaffer. Ils vont vous embêter. Et vous ne serez pas disponible aux autres. Les autres, bah, ils ont besoin de votre étayage pour écrire 4 pauvres mots parce que c'est assez long. Mais n'empêche qu'en termes de savoir, si vous regardez, on travaille le son « hey » pour tout le monde. Donc la quantité de travail n'importe pas. Elle ne remet pas en cause l'égalité de la construction du savoir. Alors là, il y a une différence, c'est que là, ils ont les dessins, c'est plus facile que les autres qui ont que les lettres. Effectivement, il y a ce différentiel. Et en fait, il faut que vous compreniez que là, on est en train de travailler en fait avec 3 niveaux de compétences. Vous avez, premier groupe, un groupe qui travaille avec ce qui est à gauche, donc avec les dessins avec la maîtresse. Ce sont les 5 élèves les plus fragiles que vous avez vus sur son groupe de besoins avec elle. Vous avez vu qu'elle est vraiment avec les enfants, elle ne se balade pas. Après, vous avez vu d'autres qui étaient en autonomie. Alors, il y a 2 types d'activités. Il y a ceux qui ont la feuille avec les dessins, mais pas d'aide de la maîtresse. Et il y a ceux qui ont la feuille avec les 9 et ils n'ont pas les dessins. Vous avez donc 3 niveaux de compétences. Ils travaillent tous sur le son « hey ». Et ce qui est très important en différenciation pédagogique, on n'a pas lâché sur l'objectif. Et lorsqu'on va corriger là, lorsqu'on va mettre en commun, qu'est-ce qui va se passer? Ils auront tous écrit oreille, abeille, soleil, bouteille. Donc on va pouvoir les corriger tous ensemble. Et les experts là, qui ont écrit les mots là, les autres mots, eh bien on va leur demander, mais les autres là, vous étiez tout seuls, vous avez écrit des mots. Ben oui, tu nous as dit d'écrire le mot conseil, on a écrit le mot conseil. Ah ben comment tu as fait? Il y avait le son aïe aussi. Ah oui, en effet, il y avait le son aïe. Vous entendez les autres? Ils ont écrit d'autres mots. Et les autres, ils vont expliquer comment ils ont montré leur feuille. Ils vont expliquer aux autres comment ils ont écrit le mot conseil. Et donc, ceux qui ont travaillé en autonomie, sans la maîtresse, se retrouvent tout d'un coup valorisés pour pouvoir expliquer aux autres comment eux, ils ont écrit des mots en plus, mais que finalement, ils ont utilisé le même son. Et ceux qui n'ont pas fait ce travail, ils écoutent et ils se disent « Ah oui, en effet, c'est bien, d'accord, le son aïe, on le trouve dans d'autres mots. Ben oui, on le trouve dans d'autres mots. Voilà. » Et donc, tout d'un coup, vous reconstituez votre groupe classe. Chacun a travaillé sur le même son. Chacun a travaillé à son juste besoin. Et en plus, vous avez restitué tout ça. OK? Donc ça, c'est la modalité la plus intéressante en pédagogie différenciée. En clair, regardez cette maîtresse. Vous la voyez tout au fond. Elle a 3 élèves. Et c'est il n'y a pas longtemps, puisqu'elle a encore le masque là. Donc il y a 3 élèves et il y a tous les autres qui travaillent en autonomie. Vous allez donc voir ici sur cette deuxième image, elle est en train de piloter en même temps sa classe. En clair, elle peut leur dire, bon, allez les enfants, on y va, vous écrivez tous, je vais vous donner un vrai exemple, vous écrivez la syllabe car ou le mot carton. Allez-y. Alors les autres, on y va. Bon, alors, car, mais non, oui, j'ai mis un car, c'est bien, allez, on y va. Et les autres, ils travaillent, Puis après, elle recommence. Donc, elle peut piloter sa classe à partir de son groupe de besoins.
laisser les autres en autonomie, mais pas en liberté absolue, elle les pilote. À un certain moment, elle peut sortir de son groupe de besoins, la voyez là au premier rang, pour aller apporter une petite aide ponctuelle, un peu de réassurance affective pour cet élève dont elle sait qu'il est quand même relativement fragile, petite main dans le dos, et ça redémarre, et elle revient à son activité avec ses élèves en groupe de besoins. Vous avez vu ça? Donc ça, et je vais finir là-dessus, hein, j'avance vite, tac. Voilà. Finalement, on ne devait pas le faire, on va le faire un petit peu. Donc, ce que vous venez de voir là, c'est donc l'enseignement parallèle, donc dispositif 3 voies, j'appelle ça. Hein, donc, il y en a qui font le parcours ordinaire, il y en a qui font le parcours ordinaire, mais avec l'aide de la maîtresse, et puis il y a ceux qui font un looping ou deux dans le parcours ordinaire, donc il y a une petite complexité, ce qu'on appelle une activité enrichie. Vous voyez, faire écrire conseil, c'est l'activité enrichie pour les experts. Mais ce qui est très important, c'est donc que ces experts restituent au reste de la classe le travail supplémentaire qu'ils ont fait. C'est ça qui est intéressant. Et vous voyez, donc vous gardez votre groupe classe. Parce que la pédagogie différenciée, c'est ça. C'est rester une communauté de travail, tous ensemble. On se soude autour de la réussite de chacun des copains. On admet que la maîtresse soit disponible à ses plus fragiles. Les autres sont en autonomie sur un travail ordinaire et d'autres sont experts sur un travail plus compliqué, mais ce travail compliqué, ils le restituent aux autres. Le restituant aux autres, vous voyez, ce qui est formidable, c'est que ceux qui ne l'ont pas fait, ça leur ouvre les écoutilles de manière formidable. Vous voyez ça? Donc, retenez bien ces deux éléments-là en pédagogie différenciée, et je vais arrêter là parce que sinon on va dépasser le temps. Je regarde juste s'il y a quand même quelque chose qui me viendrait à l'idée. Il y en a plein, mais bon. Oui, alors dans les choses très faciles à mettre en place, hein, l'aide des pairs. Bon, vous mettez ça en place. Les élèves ont fini, il y a un expert, il a fini. Vous allez le placer à côté d'un copain qui va être aidé. Ça marche très très bien à trois conditions. Il faut que celui qui aide, il ait envie d'aider ce copain-là. Il faut que celui qui est aidé, il ait envie d'être aidé par ce copain-là. Et troisièmement, il faut que celui qui aide ne prenne pas le crayon, c'est bien celui qui est aidé qui garde le crayon. Voilà, 3 principes. Et ce qui va se passer à ce moment-là, et c'est assez particulièrement intéressant, c'est que l'élève expert va devoir faire un travail explicatif à son copain pour qu'il écrive bien ou qu'il réussisse l'activité. Et lorsqu'il fait ça, il fait un travail métacognitif très intéressant, parce que ces élèves experts, ils sont dans des espèces de fulgurances, si vous voulez. Pour eux, ils ne voient pas tellement où est le problème, quoi. Donc ils écrivent ça, puis tout d'un coup, là, on les oblige à réfléchir sur la manière dont ils ont procédé, et en plus de se mettre au niveau de leurs copains. Et ils le font bien mieux que vous, hein, je vous le dis. Hein. Parce qu'ils savent exactement là où il faut mettre le doigt, et où était le problème, où était peut-être la difficulté. Et c'est formidable de les voir, donc, comment ils arrivent à travailler positivement. Pour le groupe hétérogène, même chose. Celui qui a le crayon dans le groupe hétérogène, c'est pas le fort, c'est celui qui est faible, et c'est les autres qui doivent lui dire, t'écris ci, t'écris ça, hein, sinon ça va pas marcher. Hein, sinon, on a quelque chose anormal qui est ça, c'est-à-dire répartition sociale du travail. Hein, vous connaissez, c'est comme ça dans la société. Hein. Donc le fort, là, il est le moteur. Hein. Il y a le copain du moteur qui met de l'huile dans le moteur. Hein. Après, il y a le troisième qui prépare des jus d'orange pour que tout le monde soit heureux, que ça se passe bien. Et puis, il y a le quatrième qui fait le ménage. Hein. Et vous savez que celui qui fait le ménage, malheureusement, il est d'accord pour faire le ménage. Je ne parle pas dans la société, je parle dans l'école. Et il adore s'installer dans ce type de position. Hein. Et c'est complètement anormal, parce que notre boulot, il n'est pas là. Hein. Donc, on a dit que c'était celui qui avait le balai, qui ne prend pas le balai, qui prend le crayon, et les autres qui sont obligés de le faire travailler. Et une autre stratégie, par exemple, prenons cette activité de jeu mathématique, eh bien, il y a 4 élèves sur cette table, chacun a joué en jetant un dé, en mettant les points qu'il a gagnés à chaque constellation, puis après on a dit qui a gagné, on a entouré les paquets de 10, on a fait les dizaines. Le fort, il a envie de savoir s'il a gagné, donc il va le faire rapidement, et puis il veut savoir si les autres ont gagné, il ne va pas prendre le feutre des autres pour le faire à leur place,
chacun va faire son travail, parce que chaque travail est utile à cette activité-là. On ne vole pas le travail de chacun, mais il est aidé par le copain qui voudrait qu'il aille vite, parce qu'il voudrait montrer qu'il a gagné. D'ailleurs, il y a peu de chances qu'il gagne, parce que c'est le hasard, hein, donc il a une chance sur 4 de gagner et de perdre. Donc, il va forcément aider, mais ce n'est pas lui qui va faire. Et donc, dès lors que dans un travail de groupe, tout le monde a une part du travail utile, ça va marcher. Mais si vous laissez les élèves s'organiser entre eux, le groupe hétérogène, ça ne va pas fonctionner. Ça va renforcer les inégalités. Voire même, ça va positionner certains dans des tâches subalternes qui, je vous le rappelle, ils adorent faire